Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on va parler enfance, ambition, rêve, formation, objectif, argent, des rêves d'enfants en passant par les obstacles, ces instants d'excitation ou encore d'épuisement, vos influences, les injonctions et ce moment divin où tout bascule. Certains parlent de déclic. Souvent, il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée, car attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez la foi toujours et osez devenir enfin celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous. Devenez l'artiste, le sportif, l'entrepreneur que vous rêvez d'incarner. Aujourd'hui, nous recevons Sebastian Monti, artiste indépendant, chanteur et créateur en constante évolution. Il a grandi à Paris sans venir d'une famille liée au monde artistique, mais avec un rêve très clair depuis l'enfance, devenir une star de la musique ou du cinéma, un rêve qui n'était accompagné d'aucun chemin tout tracé. Alors il a dû faire quelque chose de plus difficile, créer sa propre place. Il est passé par différentes étapes. Ses débuts avec le groupe Combo WM, son parcours en tant qu'artiste solo, son expérience au cinéma avec une apparition dans Emilia Pérez de Jacques Audiard, rien que ça. Et aujourd'hui, son projet musical Multiverso Babzao édition. Un artiste autodidacte qui a construit son parcours à travers le travail, des rencontres clés et surtout une foi constante dans le processus. Buenos días, Sebastián Monti. Buenos días. Tu es d'origine colombienne. C'est ça, exactement. Tu es né à Paris pourtant. C'est ça, Paris 10e, moi. Paris 10e, mais d'une famille 100% colombienne. Et toi, ton ADN, c'est 100% latino, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, depuis ma naissance. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? Je voulais devenir star de cinéma ou chanteur Mais quoi, t'avais quel âge? depuis mes 6 ans, 7 ans. Mais quoi, tu te visualisais, tu t'imaginais, tu rêvais avant de dormir? Ouais, je faisais des rêves, je me faisais des grandes sessions d'imagination, d'inspiration, en me disant que plus tard, je voulais être comme ça, être une star internationale connue dans le monde entier, et me faire ma place dans l'histoire. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir lié à la musique? Je crois que ça a été la fois où mon oncle en Colombie m'a donné mon premier piano synthé à Cartago dans les années 95-94. Donc là, c'est ta famille, C'est ma famille ton qui oncle ouais. qui t'offre un instrument et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'avais cette connexion, ce que ma mère me disait à chaque fois, c'est que elle me voyait en train de chanter, de faire des créations, des choses comme ça. Donc, elle me disait ouais, que j'étais très, très connecté avec cet instrument et que j'étais vraiment inspiré par la musique, quoi. Te rappelles-tu de la première fois où tu as enregistré une chanson? Ouais, c'était en 2012. C'était avec un de mes mentors qui s'appelle Kagisori, qui m'a donné l'opportunité de faire mon premier son Ganadores avec Gabriel Gardoso qui était Narciso, mon ingé son de l'époque. On avait fait ça dans un home studio dans le 14e. Et puis, ça a été la première fois où je me suis senti que j'étais fait pour la musique. En fait, ça m'a vraiment donné l'envie de continuer, en fait. Mais quoi, c'est une rencontre fortuite ou c'est quelqu'un que tu as contacté, tu avais identifié que c'était, tu parles d'un Non, mentor. Comment tu l'as en fait, rencontré? il connaît mon grand frère depuis tout petit, depuis le collège. On vivait dans le 10e dans les années 2000. Et en gros, dans les années 2010, 2009, 2008, ils avaient fait un groupe qui s'appelle Como WM. Et en gros, c'était les premiers groupes de reggaeton en France qui faisaient vraiment des concerts à Supélec, dans les facultés, les choses comme ça, dans les festivals. Et Donc du c'est coup, rigolo ça, ton frère, il est dans la musique. Parle-nous de Ganador, c'est ça? c'est ça, ouais. Ça représente quoi en fait? C'est le fait de croire en ses rêves, son potentiel, ses compétences, dire qu'on peut être un gagnant dans tout ce qui peut être dans le domaine du travail, de la passion, de la musique, de tout ce qui vous motive à vous lever le matin. Et du coup, ça a été, voilà, en fait, c'est la niaque, quoi, en fait. Ganador, ça veut dire vainqueur. Mais alors raconte, c'est le premier morceau reggaeton, on est dans quelle année là? 2012. 2012, OK. Quelles étaient tes inspirations dans le milieu du reggaeton? C'est quoi? C'est Daddy Yankee? Ouais, Daddy Yankee, Ah Don Omar, toujours le premier ah Don Omar? Wisin y Yandel, Tego Calderón. OK. Et euh, alors toi, tu es quoi? Tu es étudiant à l'époque? je suis étudiant, ouais. Et ton Je passe frère? mon bac. Lui, il travaillait à Nike à l'époque. Mais quoi, il est plus âgé que toi? C'est ça, ouais. Et quoi, au salon comme ça, en train de dîner avec vos parents, vous vous êtes dit: «Allez, vas-y, on se chauffe». Comment raconte-nous pour tous ceux qui nous écoutent, ça part de quoi ce désir? Comment on fait pour, passer du désir à la réalisation?
Bah, je pense, ouais, c'est le fait qu'on a connu Narcisse qui avait un matos pas mal pour l'époque pour enregistrer des sons. On n'avait pas vraiment de studio vraiment professionnel pour faire des sons à l'époque, mais on avait les moyens, on se débrouillait. Et du coup, il nous avait donné l'opportunité parce que lui, il travaillait dans le rap avant. Il avait fait des chansons avec pas mal de rappeurs connus à l'époque. Et du coup, il voulait se lancer dans le reggaeton. Et donc, du coup, ça a été l'opportunité de faire ça, quoi, en fait. Avec le Donc Combo ça veut dire WM. quoi? Lui, il avait quoi? Il avait un studio, donc il s'est mis à la production. Et qui a écrit la chanson? Kakisori, Juan Vargas, mon mentor, mon grand frère. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe avec ce morceau? Vous produisez Ganador, Ouais. et une fois que ce son existe, qu'est-ce que vous faites? Vous contactez enfin, qu'est-ce que vous faites en fait? On avait fait pas mal de campagnes sur SoundCloud à l'époque pour faire connaître le son. Puis par la suite, on a décidé de faire d'autres sons aussi, voir si on pouvait décrocher des contrats avec des majors, des choses comme ça. Bon, ça s'est pas fait, mais au moins on a tenté. Mais ça a été une bonne expérience parce que ça, par la suite, on a pu faire des concerts dans des facultés, des choses comme ça, ou des festivals. Et ça a été le déclic en fait. Ça a été, ils avaient déjà fait d'autres sons avant, Est-ce qu'on mais peut dire voilà, que c'est le moment de bascule? C'est c'est ça. Ouais. le moment où tu t'es dit, OK, vas-y, c'est possible en fait, je vais en faire mon métier. Exactement, ouais. C'est ça. Ça a été le moment déclic. Et ce déclic, c'est grâce à quoi? Parce que c'est grâce au succès, c'est grâce à la réalisation de voir qu'un son existe, Je pense à la réalisation, ouais. à la réalisation. Ouais, exactement. Comment s'est passée la première expérience en studio d'enregistrement? Parce que tu arrives, est-ce que tu avais pris des cours? Pour tous ceux qui nous écoutent, souvent on me dit: «Est-ce que la formation est nécessaire?» Alors moi, j'avais pas pris de cours de chant ni rien. C'était vraiment chanter dans ma chambre ou des fois Le vrai autodidacte, comme je disais exactement, ouais. Alain. Mais Exactement, est-ce Soledad. que est-ce que après tu as fait appel à des coachs? Après, j'ai fait affaire à des coachs, j'ai pris quelques cours de chant et des choses comme ça Pourquoi? parce que c'était pour améliorer le coffre de ma voix, les choses comme ça, avoir un meilleur rendu au niveau du micro et une meilleure sonorité. Donc en fait, d'après toi, c'est vraiment fondamental de se former ou pas Je essentiel? pense que si c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'arriver à un certain niveau, faut level up et trouver d'autres techniques, d'autres manières de faire pour améliorer son travail, avoir un meilleur rendu dans la musique, quoi. Parle-nous de Combo Double M. C'est quoi ça? Alors, comme au WM, ça a été le groupe formé par mes grands frères, les amis de mon grand frère, où ils étaient plus de 7 au départ. Ils avaient fait des concerts au Belushis. Ça a été rempli, genre, il y avait peut-être plus de 50 soit 80 personnes à l'époque. Et du coup, ça a été le premier groupe de reggaeton en France à faire du reggaeton en français, quoi. Et en Que espagnol. des latinos dans le groupe? Non, des Français, des Marocains, des Colombiens. C'était multiculturel. Est-ce que le succès de la musique sud-américaine a toujours fonctionné en Europe, d'après toi, ou c'est avec l'arrivée du reggaeton? En fait, je pense qu'au début, il y avait les prémices avec la salsa, les choses comme ça a été vraiment important. Mais après, c'est que l'arrivée du reggaeton a mis un boom parce que tout le monde pensait que ça allait jamais percer en Europe, que jamais ça allait être important, alors que ça s'est connu en Europe de l'Est, en Roumanie, en Slovaquie, les choses comme ça, des pays comme ça. Ils ont toujours adoré le reggaeton et je pense que c'est là où J Balvin a fait son premier concert de reggaeton quand il est venu en Europe et au fur et à mesure, je pense que le monde latino a mis son empreinte dans le monde musical. Quand j'ai préparé cette interview, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de lumière autour de toi. Ton titre Ganador, le titre, ton projet Brillar, briller. Mm. Explique-moi, c'est quoi ça, Brillar, En fait, qui naît après un épisode particulier en 2019? c'est ça. Raconte-nous. En fait, ça a été un épisode fort dans mon histoire qui m'a marqué. Et puis après, par la suite, en fait, ça m'a donné la force. J'avais toujours envie de sortir un album en solo, mais j'avais jamais eu le déclic et le moment de bascule, en fait, comme tu dis dans ton podcast. Et ça a été le meilleur moment, en fait. C'est là où j'ai senti que je revivais comme un phénix. Tout de suite, t'as une grosse histoire qui m'est passée.
Raconte-nous cette histoire. C'était une grosse dépression en fait qui m'a amené à être hospitalisé malheureusement. Mais par la suite en fait ça m'a donné une force qui m'a montré que genre moi j'ai une pathologie, je vous le dis franchement. Et cette force-là en fait elle m'a donné la motivation de continuer et de montrer que je peux surmonter les obstacles et aller de l'avant quoi. Cette pathologie, c'est laquelle? Schizophrénie sensible. Aujourd'hui, en France, on dit qu'il y a énormément de personnes qui prennent des antidépresseurs, que la santé mentale, elle est en péril. Mmh. Qu'est-ce que c'est exactement la maladie schizophrénie sensible? On sent les choses 10 fois plus que les jours normales. On est très sensible par rapport à ce qui nous arrive, que ce soit petite ou grande chose. On peut créer des crises d'angoisse, des choses comme ça, des crises de panique. On est sujet à ça. Après, voilà, grâce C'est au une traitement. ultra-sensibilité, Exactement, c'est ça. un ressenti. Ouais. C'est quelque chose que tu as identifié très jeune? En fait, j'avais toujours des moments de bad mood. Quand j'étais jeune, je me demandais à chaque fois pourquoi j'avais ça, en fait. J'étais toujours stressé, toujours, je me sentais mal dans ma peau ou Avec genre, une grande intuition c'est aussi. ça, ouais, exactement. Et en gros, ce qui m'a depuis l'épisode de 2019, en fait, la grosse dépression que j'ai eue, où je voulais mettre fin à mes jours malheureusement, ça ça a été fait. Mais heureusement que je suis encore là avec vous et ça a montré que voilà, que la santé mentale, c'est quelque chose d'important en France ou même dans le monde entier. On peut être millionnaire ou milliardaire et avoir des problèmes comme tout le monde, comme J Balvin, ce qui dit je m'identifie beaucoup à lui, en fait. Et du coup, ça a montré que ces gens-là aussi, ils ont des problèmes et qu'ils veulent aller de l'avant comme ils veulent et avoir leurs projets et leurs rêves, quoi. Quand tu étais petit, c'est là où on a identifié cette pathologie Non, on me l'a identifié tardivement, en fait. tardivement. Pourquoi tu parlais de cet artiste, auquel tu t'identifiais énormément? J Balvin, parce qu'il a la même pathologie que moi, en fait. Et il en parle? Ouais, on en parle beaucoup, ouais. En 2026, on parle énormément de santé mentale, de fragilité, de vulnérabilité, d'authenticité, Mmh, parce que c'est audacieux et courageux que de partager, cette pathologie. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Est-ce que j'espère. dans cette maladie, il y a une ressource, un talent, quelque chose de positif qui en sort ou c'est vraiment pas positif? Si, si, il y a des moments positifs. Moi, je parlais avec un de mes anciens collègues de travail qui avait un ami à lui qui était aussi, qui avait un talent dans la musique. En fait, il était guitariste et il faisait de la magie avec ce qu'il faisait, quoi. Avec sa pathologie, c'était une force. Malgré ça, il m'a raconté qu'il a eu mis fin à ses jours. Mais c'est une puissance, c'est une force qui vous donne de l'intérieur, qui vous donne de motiver et aller de l'avant, même s'il y a des jours noirs ou des jours plus radieux. Mais c'est une force. C'est une force parce que ça veut dire que ces moments, tu les savoures pleinement et ça te Exactement, donne ouais. une, énergie ultra positive pour la C'est ça. vivre. Exactement, ouais. Tout à fait. Décris-nous ces moments de noirceur, justement, quand ça te prend, si ça te prend Ouais. encore. Non, mais il y a des fois, j'ai des jours où je me dis: «Ouais, que les choses vont pas aller bien, que ça fait que de stagner, rien qui n'évolue et tout». Alors que juste être patient, croire au processus et aller de l'avant et voir que les choses, vont se faire, petit à petit quoi avec, Et la qu'est-ce que part de tu Dieu. fais justement dans ces moments où tu as les pensées négatives, on rumine, on est dans ce brouillard? Comment tu fais pour retrouver de la clarté, de la En vitalité, de faisant de la l'énergie? musique, du sport, de la méditation, des choses comme ça. Et ça fonctionne? Ouais, ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu t'es imposé une hygiène de vie? Ouais, j'essaie de me motiver plus à aller à la salle quand je vais pas très bien parce que malgré ça, en fait, j'ai un cousin à moi aussi qui souffre de cette pathologie-là et lui, c'est le sport qui l'aide beaucoup. Là, s'il va pas à la salle, il va mal et du coup, ouais, c'est le sport, c'est vraiment important. La méditation aussi, ça aide beaucoup. C'est vraiment des choses pour se ressourcer, aller de l'avant, avoir fait un travail intérieurement de la personne, trouver que les choses positives, quoi. Et un travail d'acceptation, à quel moment tu as accepté sans honte? Parce qu'il y a eu un moment où tu as dû avoir honte, parce que Mmh. dès qu'on est différent et qu'on est jeune, alors d'ailleurs différent par rapport à quoi? Parce que ce qui vaut finalement, c'est dans nos milieux artistiques, c'est cette singularité. Peut-être que cet ADN est un talent pour toi, mais Mmh. à quel moment tu as accepté et valorisé que ça pouvait même être un talent, cette ultra sensibilité? Quand j'ai fait l'album Bréard.
Je l'ai clôturé en 6 mois. Même mon ingé son à l'époque était devenu fou parce que je le faisais bosser comme un chien. C'est là où j'ai vraiment la motivation, la niaque, l'inspiration et ça a été vraiment une grande force pour moi. Je me suis dit que je pouvais faire des grandes choses dans cette vie, quoi. Briard. Briard, ça a été, après, ce moment hospitalisé, Mmh. ce moment où tu as voulu mettre fin à tes jours et finalement, ça c'est toujours cette image où on coule, on coule, on coule, on coule, on touche le sol, le bas-fond de la piscine et on donne une impulsion. Comme un Cette phénix. impulsion comme un phénix, comme Frida Kahlo, comme tant de personnes qui renaissent. Ça veut dire que les plus grandes et majeures créations sont souvent suite à une douleur peut-être? Exactement, ouais. Comme Charles Aznavour, comme Hector Lavoe, comme Willy Colon, les choses comme ça, c'est pour moi les artistes ils ont besoin de grands moments, de toucher le bas-fond pour trouver des grandes sources d'inspiration et montrer leur talent, quoi. On va parler casting. Tu as participé au film Emilia Pérez. Comment tu as eu vent de ce casting? Tu étais sur casting.fr? Tu étais sur les réseaux? Dis la vérité. Non, c'est par l'intermédiaire d'un ami à moi, Jesse, d'ailleurs je le salue. Il m'avait dit ouais bah tiens Jacques Audiard fait un film sur le Mexique, ça peut être pas mal pour toi et tout. Et je me suis dit ouais, je vais tenter avec ma ganache de latino, à voir si ça, je vais avoir le casting ou pas. Et du coup ça a marché et Où est-ce puis que tu as trouvé le casting? On t'a filé le on casting? m'a Tu filé le l'as casting, cherché? ouais, on me l'a filé. Ouais. Et Ouais. alors, tu as fait quoi? Tu as envoyé quoi, J'ai comme mail? envoyé une Raconte en photo. détail. Nous, on aime bien les détails pour tous ceux qui nous écoutent et qui, cherchent à trouver la force pour se lancer. Toi, c'est vraiment ça, quoi. On t'en parle, tu dis: «OK, avec ma tête, je vais y aller». Exactement, ouais. Tu trouves l'email et qu'est-ce Ouais. que tu as envoyé? J'ai envoyé, c'était: «Oui, bonjour, je me présente, Sébastien Montio-Cano, j'ai 30 ans, je suis d'origine colombienne. Je veux participer à votre film, de Jacques Audiard» parce que j'adore ce réalisateur et j'avais mis une photo de moi avec la casquette, de la Colombie, la fédération colombienne de football. Et là, on Oh, t'appelle, exactement, ouais. on te donne rendez-vous Exactement pour et tu le passes un casting. C'était ton premier casting face exactement, ouais. caméra. Ouais. Alors comment ça s'est déroulé? Raconte-nous. Est-ce que tu as eu peur? Ouais, j'ai eu peur. J'avais eu peur de pas être pris. À la À fin, ça s'est peur de pas être pris? exactement, ouais. OK. Parce qu'en fait, j'ai peur de l'échec. Ça, c'est un truc que j'aime pas chez moi, c'est avoir les échecs, mais les échecs, c'est ce qui aide pour avoir des plus belles victoires par la suite. Peur de l'échec, besoin de réussir. La peur est un besoin. Donc tu as vraiment envie et Ouais. cette notion d'enfance, devenir une star, mais tu le dis très clairement en fait. Mmh. Tu veux pas être un artiste et vivre de ton métier. Tu veux briller, être une star. Exactement, ouais. Soledad, tout à fait. Alors tu arrives au casting. Ouais. Qui était là? Est-ce que Jacques Audiard était là? Non, on n'était pas là, c'était, son attachée de presse, je crois, à l'époque. Une femme qui était super formidable et je crois qu'elle est morte du covid ou j'ai vu récemment dans la cérémonie des Césars qu'elle était plus, elle était là dans les défuntes. Et c'est elle qui gérait les castings avec à l'époque et on devait se présenter devant un mur blanc, dire des lettres, dire un script. Et on était plus de 60, je pense. C'était à Pantin à l'époque. Et on avait fait ça sur, je crois, un jour ou 2 jours. Puis après, par la suite, on nous disait si on nous appelait pour faire les films, quoi. Et tu as été choisi. Exactement, ouais. Comment tu as vécu cette expérience cinématographique? C'était une très très belle expérience. Surtout pour un film comme ça qui a été primé, oscarisé, césarisé. Donc je me dis que toutes les personnes qui ont contribué à ce film ont ce part de trophée en eux. Ils ont pu réaliser une merveille du 7e art. Est-ce que le cinéma a changé la façon dont tu te perçois en tant qu'artiste? Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je me dis que je peux être un caméléon, je peux m'adapter à tout type de situation. J'ai un sens d'adaptabilité. C'est un savoir-être qui est beaucoup recherché dans le monde actuellement. Et donc, ouais, ça a été une très belle expérience. Tu racontais que tu as décidé de te lancer dans une carrière solo, et du coup de couper de tes frères, c'est pas rien. Tes frères avec qui, enfin, celui avec qui tu as créé Ganador et comment ont-ils vécu cette décision? Ils m'ont dit que que c'était un risque à la base. Juan m'avait dit ça, Kakisori m'avait dit que c'était un risque parce que c'est un rêve qui peut pas se réaliser, que ça demande beaucoup d'argent et choses comme ça, beaucoup d'investissement. Mais j'ai suivi mon instinct. Après, par la suite, il a vu que j'avais du talent et que je pouvais faire des grandes choses. Donc, en fait, la fois où c'est ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai fait mon concert en 2025, là, en février, à l'Alimentation Générale, plus de 100 personnes. Et il était fier de moi parce qu'il m'avait dit, ouais, genre, qu'avec mes sons, je pouvais, soliste de solo, que je pouvais faire des grandes choses, quoi. Briard,
Et puis aujourd'hui, Multiverso Babzao Édition. Exactement. Raconte-nous ce projet qui te tient à cœur. Comment il est né? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi son histoire? En fait, Multiverso Babsa Edition, c'est l'évolution de Briar. En fait, c'est le fait de faire différents styles de musique avec, différentes lettres, différents flows, différentes mélodies et en fait, c'est un album avec différents styles de musique, en fait. Je voulais faire un truc vraiment, qui sort du paquet, quoi. Tu voulais sortir du reggaeton, C'est tu ça. voulais sortir de ce tampon latino. Pourquoi ça t'enfermait trop? Je voulais, ouais, découvrir de nouvelles choses, quoi. Parce que tu t'es lassé? Non, je me suis pas lassé, mais je me suis dit que fallait tenter de nouvelles choses. Après, peut-être s'il y a une certaine forme de lassitude, tu as peut-être raison. Mais c'est vrai qu'on Trop fait de reggaeton? tout le reggaeton, ouais. Alors, c'est quoi les couleurs musicales? Il y a quoi? Du jersey, de l'électro, corridos tumbados, du reggaeton bien sûr, du rap et de la pop aussi un peu. Toi au chant. Exactement, tout à fait, ouais. Et qui a composé la musique de l'album? J'ai trouvé les type beats sur, YouTube. OK. Vraiment, Donc tu c'est es vraiment un autodidacte qui produit, qui réalise et qui travaille 100 en solo. c'est ça exactement avec mon ingé son Damien, je le salue, qui m'aide beaucoup. Quelle est la différence entre avancer seul ou avec une direction artistique? Déjà avancer seul, c'est se dire que on n'a pas une DA déjà construite. Faut savoir comment faire ces choses, avoir un schéma, trouver les bons timings, les bonnes choses pour, construire son album. Alors que quand tu as une direction artistique, tu as déjà l'empreinte de quelqu'un qui est déjà longtemps dans le milieu, comme DJ Paolito, qui est mon directeur artistique en ce moment et qui m'a beaucoup aidé parce qu'il a fait des sons très connus à l'international avec Nicki Minaj, Jason Derulo, les choses comme ça. Donc ça a été une opportunité et puis voilà, avoir une direction artistique, c'est très bien. Avoir pas de direction artistique, c'est très difficile. Quelle a été la rencontre la plus importante, déterminante dans ton parcours? Celle de DJ Paolito, je pense. OK. Et comment tu l'as rencontré? En soirée, en fait. Le hasard de la vie? C'est les hasards de la vie, Je ouais. dis toujours la même chose, le hasard n'existe pas. Qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que cette rencontre magique, donc, parce que la vie est magique, Exactement. elle se soit passée? Il avait écouté un de mes projets, style Dembow. Il avait adoré, il m'avait dit qu'il pouvait être mon directeur artistique et puis il avait adoré l'idée de l'album et donc il m'a donné l'opportunité de faire la collaboration, quoi. À quel moment as-tu compris que la musique, c'était aussi de l'argent et pas seulement une passion? On a reçu Lincha qui nous racontait et qui nous disait, ta maison de disques, tout le monde, en fait, c'est que du business. Toi, tu mets ton cœur, tu mets ton amour, mais en fait, tout ça, c'est du business. Faut faire du chiffre, faut gagner sa vie. Qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu gagnes ta vie et est-ce que tu as compris que les maisons de disques, tout ça, finalement, c'est une machine à cash? En fait, ouais, c'est que quand on est un artiste indé, c'est difficile de faire de l'argent. Faut toujours avoir un métier à côté. Mais quand on signe en major, c'est là où on se dit que voilà, on a un sacré potentiel pour le musical, donc il faut faire de l'argent parce que faut faire consommer les gens, faire écouter les streams, les choses comme ça. Donc signer en major, c'est ce que j'aimerais faire plus tard pour vivre de la musique, vivre de ma passion. Mais on va, ojalá, tout se passe bien. Mais c'est sûr que ouais, c'est les majors, faut faire du chiffre et mettre son amour-propre de côté et faire de ce que dit l'industrie, quoi. Est-ce que tu es prêt pour la scène? Est-ce que tu as déjà fait beaucoup de scènes? Je Ouais, crois j'en ai que déjà oui, je fait, connais ouais. la réponse en fait, mais est-ce que parce que quand tu parles d'être une star, on a vu, David Guetta là, il est partout au Stade de France, un showman de De ouf ouf. derrière ses platines. Être un artiste et pouvoir tenir, c'est un entraînement, c'est ce que je dis toujours, c'est un chef d'entreprise, c'est comme un sportif. Tu te sens prêt pour la scène? Ouais, je pense que je me sens prêt, ouais. Et quel est ton quotidien? Comment tu te prépares mentalement, physiquement? Beaucoup d'heures d'entraînement dans ma chambre avec, un micro, une enceinte, tester, faire des bacs, des sessions d'essayage, de scène, des choses comme ça, trouver les postures, les mimiques, la présentation sur scène. Est-ce que tu as C'est fait la appel c'est à un coach? pas encore. Est-ce que tu as envie de faire appel à un Je coach? pense que oui. Quel sacrifice économique tu as dû faire pour, continuer la musique? Après j'ai dépensé pas mal d'argent pour Briard, OK. peut-être, Donc ton 2, propre 1/4, ouais. argent, tu Propre l'as argent, ouais. investi à quoi? Sur la com, la production? Exactement, ouais. Les campagnes Spotify, les choses comme ça. En fait, je suis vraiment un indé, c'est vraiment on fait tout, quoi. Alors Tu que as un travail en parallèle? ouais, je travaille dans l'informatique. Comme DJ Eldani et Ouais, nous avons rencontré de nombreux artistes qui ont toujours un travail
alimentaire dans l'espoir de vivre un jour pleinement de leur art. Est-ce qu'il y a eu un moment où toi, tu as dit: «OK, je vais pas réussir, j'abandonne, je lâche l'affaire, j'abandonne la musique»? Ouais, ça a été avant que l'épisode de 2019 où je me suis dit: «Bon, ça sert à rien, je mets des trucs sur YouTube, j'ai pas beaucoup de visibilité, j'ai pas de vues, pas de retour, j'ai rien». Je me dis: «Ça sert à rien de faire ça parce que c'est faire comme du vent, brasser du vent et ne pas aller de l'avant». Mais après cet épisode-là, ça m'a donné la niaque de continuer et puis après j'ai vu les facettes, comment avoir une certaine base de fanbase, faire ses campagnes, comment évoluer dans la musique et comment faire des comme TikTok, des comme Instagram, des choses comme ça, des campagnes ADS. Quel a été ton premier revenu grâce à la musique? Un cachet au concert, Je pense un casier concert, c'était à Supélec, on devait avoir peut-être 200 ou 150 par artiste, un truc comme ça. Je me suis dit, c'était une bonne sensation, quoi. On avait fait un concert là, dans une grande fac française et je me dis, ah, c'est la chose qui vous passionne, qui vous donne un revenu, c'est le meilleur travail du monde, quoi. Quel est le plus grand doute que tu as en ce moment? Plus grand doute, ce que je me dis, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Si je continue ou si j'arrête et je passe à autre chose, quoi. Tu pourrais arrêter? Je pense pas, non. J'aime trop ça. Que veux-tu transmettre au monde à travers ton art? Laisser une bonne trace de mon histoire. Dire que j'étais un grand rêveur, que les rêves peuvent se réaliser et qu'il faut croire au processus et que toutes les choses vont bien se passer, quoi. Comme ce podcast-là aujourd'hui, là, je comptais faire un truc vraiment exceptionnel en 2026 et ça m'a fait. Donc, je pense que le destin fait bien les choses, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces enfants qui sont harcelés, dans le doute, en péril, qui ont peur pour leur santé mentale? Quels conseils tu pourrais leur donner à toutes ces personnes qui ont des envies suicidaires, qui sont parfois obligées de prendre des médicaments? J'imagine que tu dois Ouais, prendre des ce serait bon. médicaments. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui perdent espoir, qui sont souvent dans un brouillard, alors qu'ils ont au fond d'eux une envie, une intuition exceptionnelle et une créativité? Comment faire pour Faut vous trouver, dire que vous êtes jamais tout seul, en fait. Vous avez une famille, des amis, des gens qui vous aiment et il faut jamais se dire qu'on est tout seul et que si on part, on va manquer à personne alors que non. C'est les choses importantes, c'est que la vie elle doit être vécue. Le suicide, c'est pas une solution, c'est juste quelque chose de néfaste. Vous n'êtes pas tout seul, vous toujours chercher de l'aide, que ce soit dans les institutions, dans la famille, dans les associations, vous avez toujours de l'aide, donc vous n'êtes pas tout seul. auprès de qui tu t'es réfugié, hem, avec amour? Quelle est la personne qui t'a soutenu le plus avec amour? Ma mère, L'amour maternel. exactement. Bah, c'est le diamant brut de ma vie, quoi. Sans elle, je serais pas ce que je ferais. Donc c'est vraiment ma mère qui m'a aidé beaucoup, hein. Je l'aime à la folie, ma mère. Est-ce que tu te sens mieux avant, quand tu le cachais, que tu ne parlais pas de ta maladie à tes amis ou depuis que tu en parles? Depuis que j'en parle, ça va mieux. Parce Et que je me comment ont disais, réagi les gens quand tu leur as raconté? ils étaient étonnés, ils pensaient pas que c'était possible. Ça pouvait toucher n'importe qui, alors que ouais, c'est dans tous les milieux, quoi. Moi, j'ai Est-ce un que ami. ta maladie fait peur? Bah, les gens, ils peuvent croire qu'un jour, je peux venir avec un couteau, une arme à feu et tuer des gens, alors que non, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas. Après, il y a eu des cas comme ça aux États-Unis, en Amérique latine, c'est vrai, mais c'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes, quoi. Quelle est la chose qui t'a le plus transformé dans ton parcours artistique? Le fait d'avoir évolué au niveau musical. Parce qu'au début, quand je faisais mes premiers sons avec Kakisori, j'étais vraiment un assisté. En fait, j'arrivais pas à faire les choses tout seul. J'avais pas les mélodies, les lettres qui devaient sortir automatiquement. Alors que maintenant, avec, comme on dit le dicton, quand on se forge, on devient forgeron. Du coup, j'ai pu travailler et maintenant faire des sons solo et faire une structure et trouver les bases pour mes prochains hits, quoi. Multiverse, je trouve ça audacieux. Qui a produit? Avec quel argent t'as fait ça? Mon argent. À 100% ton argent. Exactement. Tu fais tout. La Exactement. communication, Tout. les réseaux sociaux, la pochette, tout. Exactement. Où est-ce qu'on peut écouter Multiverso? Alors là, j'ai sorti quelques sons, ils sont disponibles sur Spotify, sur Babsao, le compte Babsao sur Spotify. Et du coup, là, il reste quelques derniers sons à finaliser. On va sortir l'album bientôt, là, au courant de cet été. Où est-ce que tu sors le soir? Pareil, 10e, à côté, j'adore cet arrondissement. Je crois que tu Très es public. très ami de DJ Eldani qu'on a Exactement, reçu il ouais. y a pas longtemps. Salut.
Mi arma. On te retrouve au Cabaret Sauvage souvent. Exactement. Et où encore dans les univers latinos ici en France? Je traîne des fois à Saint-Michel aussi, j'aime bien la Huchette Au aussi. Roméo? Au Roméo, ouais, ça m'arrive, ouais. Le Saint ou surtout le Saint aussi, c'est pas mal. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce petit garçon, à ton enfant intérieur, celui qui rêvait de tout ça? Qu'est-ce que tu lui dirais quand tu étais petit et que parfois tu ressentais ces choses que tu n'arrivais pas à comprendre, à contrôler, qui font peur? Parce que la peur, elle revient beaucoup dans ton parcours. Qu'est-ce que tu Mmh. lui dirais? Qu'il faut croire en soi et que les choses se les choses de la vie se réalisent facilement avec du travail. Ainsi se termine cet épisode de la bascule. Parce qu'au final, nous traversons tous cet instant où quelque chose change à l'intérieur. Parce qu'on a tous des doutes, beaucoup de solitude, beaucoup de peur. Parce que nous sommes tous singuliers, que la perfection n'a aucune saveur. Et si tu es là, au milieu du doute, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas la fin, c'est ton processus de transformation. À très bientôt pour un prochain épisode. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, Soledad. Muchas gracias. Saludos. Toujours je repense à toi, mi morenita. Eres mi morenita. Baila